drop tonight. Mon cheminement personnel est assez éclectique parce que dans les milieu des années 80, je suis allé vivre donc à Los Angeles, en Californie. Ma passion, c'était le sport, la musique. Et j'ai fait la connaissance d'Arnold Schwarzenegger à la salle de Gold Gym, donc sur Venice Beach. Je me suis passionné sur ce sport, qui était pour moi un mode de vie, et puis ça pouvait nous permettre d'avoir un corps, je dirais, fort, musclé, parce que enfant, j'étais très maigre. Donc ce sport, en fait, qui est pour moi une activité physique, a permis de me construire, en fait, l'homme que je suis devenu aujourd'hui, m'a donné confiance aussi en moi, et j'ai passé rapidement un diplôme donc, de nutrition aux États-Unis, parce que je m'intéressais énormément à l'alimentation. Et il se trouve que tout ce que j'ai appris, je dirais, il y a 30 ans, aujourd'hui est erroné. En fait, j'ai changé mon mode alimentaire depuis 4 ans, et j'ai abandonné notamment le lait, la viande, parce que j'ai vu dans les élevages industriels, dans les abattoirs, des choses que j'aurais pas dû voir, qui m'ont profondément bouleversé, et qui m'ont fait comprendre que ces aliments n'étaient pas indispensables, un, à notre santé, deux, au niveau de nos performances, ne nous rendaient pas plus forts, et en fait, étaient des aliments qui étaient devenus toxiques dans le temps, puisque nos animaux aujourd'hui reçoivent beaucoup d'antibiotiques, de vaccins. Donc en fait, on consomme une viande toxique, celle qui provient des élevages industriels. Ensuite, j'ai travaillé avec mon père. Ici, je suis revenu en France, donc j'ai travaillé avec lui dans l'imprimerie. Ensuite, j'ai créé un groupe de communication. J'ai créé un label musical. J'ai été producteur. J'étais dans le divertissement, dans ce monde de l'image, de l'amusement, dans le monde aussi de la publicité, qui est pour moi le côté obscur de la force. C'est faire consommer en fait des choses que l'on n'a pas forcément besoin. Donc certes, j'ai vécu une belle vie, mais à un moment donné, j'ai senti que j'étais pas à ma place dans cette vie. J'ai connu des personnes qui étaient en fait des personnes malfaisantes dans les affaires. J'ai connu un choc professionnel, parce que j'ai tout perdu en fait du jour au lendemain. J'ai dû fermer toutes mes sociétés, 20 ans de travail. Sur ce, mon papa est mort d'un cancer. Tout comme mon grand-père, il y a plus de 20 ans, mon oncle, mon parrain, donc je voyais des morts tout autour de moi. Et puis une espèce de mal-être dans la vie que je vivais, qui était une vie entourée de personnes du show business, à Cannes, lors du festival de Cannes, des Energy Awards, donc un monde de paillettes. Je n'étais pas très à l'aise en fait. Et la vie m'a fait comprendre que ce n'était pas ma place. Et donc j'ai rencontré la femme qui partage ma vie aujourd'hui, qui est Valérie, qui, lorsque j'avais un genou à terre, elle m'a dit « relève la tête », elle m'a tendu la main, elle m'a dit « maintenant il faut qu'on aille de l'avant et on va faire des choses que l'on aime, des choses qui sont positives ». Et je vis une nouvelle vie aujourd'hui. J'ai réussi à renaître en partant aussi de France. J'étais assez en colère contre mon pays, la mentalité de mon pays, etc. On a vécu ensemble pendant 5 ans au Canada, qui est une terre formidable pour, je dirais, pour renaître, pour être au contact aussi avec la nature, puisqu'on a vécu 2 ans dans les bois, dans un tout petit village qui s'appelle Saint-Élie-de-Caxton, en Mauricie, où on a vécu assez isolé, puisque notre premier voisin était à des kilomètres. On a vécu dans une vieille demeure, chargée d'histoire. Et lorsqu'on y est rentré, on a senti... surtout ma femme, qui est vraiment beaucoup plus connectée que moi, a senti vraiment de très belles énergies dans cette maison. Et la maison aussi compte beaucoup dans l'écriture du livre. Par exemple, le titre « Hit » m'est venu en rêve, en fait. Et ensuite, « Chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire » également, ça m'est venu un matin, donc en rêve. Et la maison a été, je pense qu'elle nous a fortement inspirés. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, on a vécu 2 ans assez extraordinaires dans cette maison. Et on s'est reconstruit. On est revenu en France, vraiment le cœur en joie, parce qu'on avait terminé le livre, on savait que ça commençait à très bien marcher en France. Et on est revenu en janvier 2014, on a commencé à faire les premières conférences, comme un stand-up, en fait, une forme de théâtre, pour délivrer en fait, notre message. Et en fait, ça a beaucoup plu, il y a eu énormément de monde, on a fait le tour de France plusieurs fois. Et là, je me dis, waouh, la France, c'est quand même un pays extraordinaire.
C'est super beau, il y a de super belles régions. On a des marchés paysans, donc moi aujourd'hui l'alimentation fait partie de ma vie. Hein. Et on a rencontré des gens extraordinaires dans toutes les régions de France. On a commencé à constituer une espèce de maillage. Et on s'est rendu compte là qu'en France, il y avait vraiment quelque chose qui se passait au niveau de l'alimentation. Il y avait une espèce d'énergie, de volonté. Et on est persuadé que la France est au cœur de ce changement qui est en train de s'opérer. Cette prise de conscience. Et notamment le fait de choisir ce que l'on mange. Je me suis aperçu que choisir ce que l'on mange, c'est très important. On fait acte de résilience, on reprend de l'autonomie. Et c'est vrai que lorsqu'on mange sainement, on est en santé. Et puis aussi, on a une capacité d'éveil qui est beaucoup plus importante qu'une personne qui va continuellement, tous les jours, je dirais, s'intoxiquer avec ce qu'il met dans son assiette et ce qu'il mange. Mon mode alimentaire avant mon changement, que j'ai continué quasiment pendant 30 ans, là j'ai 50 ans cette année, j'ai commencé à vraiment m'alimenter, j'avais 18 ans lorsque j'étais aux États-Unis, donc il y a plus de 30 ans. Je mangeais beaucoup de poulet, donc de volaille, du poisson, je consommais beaucoup de laitage, des fromages blancs par exemple en quantité. Pour faire du muscle, lorsque tu fais un sport tel que la musculation, tu vas détruire tes fibres musculaires. Donc pour les reconstruire, tu les reconstruis avec de la protéine, bien entendu. J'ai mangé aussi beaucoup d'hydrates de carbone, c'est-à-dire de glucides complexes, des pâtes, du riz. Je consommais également des sodas. Alors moi, j'ai connu l'apparition aussi des fast-foods. C'est-à-dire en France, quand j'étais adolescent, les fast-foods n'existaient pas. Lorsque je suis allé aux États-Unis, j'étais chez Taco Bell, j'étais dans les McDo, les Burger King. En plus, il n'y en avait pas en France, donc tous mes copains me jalousaient parce que tu vois, je leur montrais les Burger King et tout. Je dis waouh, regardez, c'est fantastique, tu vois, ces gros machins qui étaient savoureux. J'adorais ça à l'époque. Les KFC aussi. Donc j'ai consommé vraiment beaucoup de merde, quoi. Et bon, c'est vrai que je me suis constitué un physique solide, mais j'étais fatigué et puis je commençais à avoir des petits soucis de santé, notamment au niveau de la digestion. J'avais beaucoup de ballonnements, je digérais assez mal, donc je n'étais pas forcément bien dans ma peau, j'avais un sommeil qui n'était pas réparateur. Je commençais à me blesser de plus en plus, notamment au niveau articulaire. Bien sûr, je mangeais forcément beaucoup de produits laitiers, donc ça fragilise les articulations. Et j'ai mangé énormément de compléments alimentaires. D'ailleurs, j'ai commencé à importer en France, à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, une célèbre marque américaine de compléments sportifs, notamment à base de protéines. Donc j'ai consommé de la poudre de protéines, de lait, de whey, de caséine, donc qui est fait à base de petit lait et de lait, donc de vache. Dans ces compléments alimentaires, il y avait des additifs, il y a des colorants. Donc j'ai mangé beaucoup de nourriture toxique. Et après, donc, lors de mes enquêtes, le choc a été quand même la viande, parce que la viande, j'ai arrêté du jour au lendemain. Et là, j'étais en panique. Je me dis, je vais perdre de la masse musculaire, donc tout le physique que j'ai construit pendant 30 ans, je vais le perdre du jour au lendemain. Effectivement, j'ai perdu pas mal de poids, j'ai perdu quasiment 15 kilos par rapport au poids que je faisais avant. Il a fallu que je me réhabitue à manger différemment. Et c'est là, en fait, où je me suis intéressé à l'alimentation végétale. Une alimentation dite alternative, parce qu'il n'y avait pas trop d'informations là-dessus. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de sportifs qui étaient végétariens, pas mal de sportifs qui ne consommaient pas de lait. Au Canada, j'ai trouvé des protéines végétales, non pas des protéines de lait, mais des protéines à base de pois, de riz germé, d'alfalfa, d'amarante, etc. Je mets l'accent sur les protéines végétales, parce que lorsque tu fais du sport, lorsque tu détruis ton muscle, il faut une alimentation un petit peu plus protéinée qu'une personne qui ne fait pas de sport traumatisant. Donc je cherche encore, je dirais, ces protéines végétales. Par contre, j'ai intégré la nourriture vivante. Et pour moi, ça a été une révélation. Lors de mes enquêtes, j'ai lu beaucoup de livres, je me suis rapproché de personnes compétentes dans le milieu médical, de biologistes, des gens qui étaient spécialistes de l'alimentation végétale, et j'ai compris que le précepte aussi de René Quinton, avec l'eau de Quinton, donc tout ce qu'on peut trouver dans la nature, qui va reminéraliser notre corps. Parce qu'en fait, on est en carence de minéraux. Lorsqu'on ne mange pas de nourriture vivante, on va avoir des minéraux qui ont été altérés par la cuisson, par exemple. Puis aujourd'hui, dans une alimentation moderne, on mange effectivement pas assez de légumes et pas assez de fruits. Donc où est-ce qu'on va trouver ces sources minérales qui sont la base et les fondements de notre corps? C'est ce qu'on appelle la micronutrition, tous ces micronutriments, donc qui vont nourrir nos cellules. J'ai appris aussi que le corps s'auto-guérissait. Pour moi, ça a été une révélation. Pourtant, c'est tout bête. Lorsqu'on se coupe, notre corps se répare tout seul, il se cicatrise. Les cellules se régénèrent. Les cellules de foie, donc se régénèrent quasiment tous les ans, on a un foie qui est neuf, les cellules aussi de la peau, des os, etc. Donc,
Pour régénérer ces cellules, il faut qu'on mange vivant, il faut qu'on mange de la nourriture que notre corps reconnaît, pas de l'alimentation transformée. Donc en fait, ces deux principes de base, avec aussi le principe de l'équilibre acido-basique, puisque notre corps est constitué à 75% d'eau, donc il faut qu'on ait un pH neutre. Alors c'est vrai qu'on a un système digestif qui est génial, on a une machine qui est extraordinaire, le corps humain c'est fantastique, c'est magique. Mais on mange beaucoup trop d'aliments acides, donc on va pomper en fait dans nos réserves minérales. Tous les aliments acides en fait proviennent tout ce qui est source animale, le lait y compris, les œufs y compris, bien sûr le poisson, etc. Tout ce qui est céréales, donc le sucre, le café, donc toute cette alimentation acide constitue quand même le gros de notre bol alimentaire. Donc il faut contrebalancer ça en mangeant des aliments alcalins, notamment les fruits, les légumes et l'eau. Donc j'ai eu ce changement en fait de mode alimentaire qui s'est déroulé et je suis encore en cours de changement et d'évolution, voilà, parce que tout ça, ça se fait petit à petit. On ne peut pas mener un changement du jour au lendemain. Généralement, avec les témoignages que je reçois et par mon expérience personnelle, il faut à peu près 3 bonnes années pour commencer à modifier de façon profonde notre mode alimentaire. Donc ensuite, on a la capacité, je dirais, de digérer tout ça, de se sentir mieux, de se sentir plus en forme et d'être aussi beaucoup plus connecté à la nature et beaucoup plus connecté au vivant. C'est devenu naturel de préserver, je dirais, le vivant. Donc j'ai beaucoup plus de respect même pour les végétaux. Je fais attention, je ne vais pas écraser, par exemple, marcher, écraser une fleur. Je fais attention à ça. Est-ce que c'est le fait de ne plus consommer de viande? Est-ce que c'est le fait d'être conscient aussi de ce que je mange? D'être conscient du vivant qui m'entoure? Donc cette prise de conscience, en fait, je l'ai eue vraiment par rapport à mon changement de mode alimentaire. J'ai arrêté de manger de la viande du jour au lendemain. Je fais des enquêtes notamment dans l'élevage industriel. C'était avant que je visite les abattoirs. Pour moi, l'élevage industriel, c'est pire que l'abattoir. Un poulet va rester enfermé 32 jours. On arrive à le mener à l'âge adulte en 32 jours. C'est hallucinant quand même. Un petit poussin comme ça, en 32 jours, tu vas avoir un poulet qui va faire 2 kilos. Donc bien sûr, tout ça c'est boosté, tu vois, c'est pas naturel. Il y a des dizaines de milliers de poulets dans des hangars. Donc lorsque j'ai vu ça, c'était déjà assez traumatisant. Les animaux sont abîmés parce qu'ils deviennent fous, ils vivent entre eux, et puis ils défèquent là où ils mangent, ce qui ne se fait jamais dans la nature. Ces choses-là m'ont profondément affecté, donc du jour au lendemain, j'ai eu une rupture, mon corps n'a plus voulu absorber, je dirais, cette viande, consommer cette viande. À la limite, je me forçais, tu vois, à en manger. J'avais une peur comme ça, qui n'était pas forcément logique, mais je me dis, si je ne mange pas de viande, je vais m'affaiblir. Voilà, donc je ne vais pas mourir, faut pas exagérer, mais je vais m'affaiblir. Et pour moi, je voulais rester un homme fort, en fait. Voilà, je voulais rester en forme et je voulais toujours pratiquer mon sport. C'est un peu égoïste, mais je pensais que la viande était indispensable à la survie de l'être humain. On m'a toujours dit que l'homme a toujours mangé de la viande. Et donc là, il a fallu que je m'alimente différemment. Ça n'a pas été pour moi un effort, puisque j'ai su rapidement comment, je dirais, contrebalancer ce manque au niveau de la viande. Au niveau nutritionnel, je te parle. Au niveau du goût, ça m'a complètement passé, parce que j'avais toujours à l'image les animaux que j'ai vus. Donc les bovins, etc. Donc c'était pour moi inconcevable de reconsommer en fait cette viande-là. Je ne pouvais pas. Le lait, pareil, j'ai pas été un gros consommateur de lait. Je n'étais pas addict au lait. Donc je trouve que les laits végétaux, c'est génial. Moi, je me fais mon lait d'amande, je laisse tremper les amandes toute une nuit. Ensuite, je les mixe avec de l'eau le lendemain. Je passe ça dans un filtre à lait. Je garde les résidus pour faire des gâteaux. Et le lait, en fait, ça me fait du lait d'amande. C'est génial, c'est super rapide. Tu as ton lait d'amande, voilà, à moindre coût. Puis quelquefois, je consomme aussi du lait qui est fabriqué, je dirais, par des industriels. Bon, toujours bio, toute mon alimentation, en fait, est bio, essentiellement bio. Et donc, le lait, ça ne m'a pas posé de problème. Mais je vois, le lait, c'est vraiment une addiction qu'ont les enfants également. Et quand on réfléchit pourquoi on consomme du lait, tu sais que c'est pas logique de consommer du lait après 3 ans, parce que tu es sevré. On est la seule espèce vivante qui consomme le lait de notre animal, donc c'est pas logique non plus. Que le lait n'est pas adapté à l'humain, parce qu'il est trop chargé en calcium, qu'on ne synthétise que 25% de ce calcium. Dans les végétaux, on en synthétise 75%. Et surtout, dans le lait aujourd'hui, on trouve les facteurs de croissance qui font que le veau passe de 45 à 400 kg la première année. Le veau grossit 5 fois plus vite que l'être humain. Et pourquoi on trouve ces facteurs de croissance dans le lait? Avant, on ne les trouvait pas. Parce qu'avant, je me rappelle, j'avais 15 ans, j'allais en bas de chez moi, il y avait une ferme laitière. Avec ma mère, on allait chercher du lait cru. Et ma mère le faisait bouillir. Elle retirait la crème. En fait, la crème qui était au-dessus du lait, c'était les facteurs de croissance. En fait, en le faisant bouillir, on tuait les facteurs de croissance, sans le savoir.
Et aujourd'hui, on les a, parce que dans le lait UHT, ultra haute température, c'est une cuisson flash de quelques secondes, qui tue certes les bactéries, qui permettent aux industriels de vendre le lait pendant des semaines, voire des mois, donc du lait longue conservation, mais par contre, les facteurs de croissance restent. Et si on en consomme trop, au bout de 40, 50 ans, on va avoir une prostate qui a triplé de volume, comme une prostate de veau. Oui, on a des prostates de veau parce qu'on consomme trop de produits laitiers. C'est un facteur aggravant du cancer du sein. Donc ça favorise aussi le développement de maladies auto-immunes, etc. C'est vraiment une saloperie et surtout ça favorise le diabète. Et là, j'ai fait une relation aussi, par exemple aux États-Unis où j'ai vécu et puis au Canada, il y a beaucoup plus d'obèses que chez nous. Aujourd'hui, on a un problème aujourd'hui au niveau de l'obésité, même en France, même du surpoids. Donc c'est pas bon d'être en surpoids. Et en fait, ça peut déclencher un diabète. Parce que dans le lait, il y a du lactose. Et le lactose, c'est un sucre. Mais le lait fait partie aussi des addictions. Et au Canada, par exemple, j'avais des méchums, donc mes amis qui étaient accros au lait. Et eux, ils en consommaient 1 litre, voire 2 litres par jour. Et le lait qui est au Canada, je t'assure que c'est pas, en plus, c'est pas le lait qui est en France. Hein. C'est un lait qui est addictif parce qu'il est un peu légèrement sucré. En plus, il est hormoné, en plus, le lait. C'est vraiment une catastrophe, quoi. Et tu vois que ça impacte vraiment sur le physique, déjà des gens, mais aussi sur leur santé. Et j'ai un ami médecin qui a travaillé dans le monde entier, qui m'a dit, tu sais, au Canada, c'est un pays, en fait, où les gens sont très malades. Ils arrivent à 50 ans, ils sont pas mal amochés. Il a vu ça dans les hôpitaux, donc ça l'a choqué. Et ça s'explique aussi par le fait qu'on n'a pas, au Canada, en fait, notamment au Québec, on n'a pas une bonne alimentation, parce que c'est dur aussi de trouver de très bons produits. Il y a une désinformation aujourd'hui au niveau de la viande, au niveau du lait. Ça s'explique par le fait que l'industrie agroalimentaire est le premier secteur industriel français. C'est plus de 400 000 emplois, je crois que c'est 160 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est le premier secteur industriel français. C'est puissant. Ces gens-là, en fait, financent des lobbyistes. Les lobbyistes, en fait, c'est quelque chose de notoriété publique, en fait. Ce sont des gens qui vont influencer, qui? Les médias, et ils vont influencer nos hommes politiques. Donc, qui les paye? C'est les industriels. Donc, qui les paye pourquoi? Pour vendre plus. Donc, ils vont faire passer certaines lois qui vont favoriser les industriels. Et donc, on est là face à des conflits d'intérêts majeurs, parce que des nutritionnistes qui disent par exemple le lait est bon pour la santé, que les régimes végétaliens, on va avoir des petits, je dirais, moches, bêtes, donc fragilisés, que si on mange pas de viande, on va être en carence, tu vois, en carence, on fait peur, tu vois, au niveau de ces carences. Bon. Donc on est sur une surconsommation enfin, de produits laitiers, de viande. Et ça, depuis les années après-guerre. Donc il faut comprendre en plus le contexte à l'époque où on manquait de tout, on sortait de la guerre. Donc on a favorisé l'industrie du lait. Il s'avère que l'industrie du lait est devenue tellement importante que c'est la première industrie dans le secteur industriel de l'agroalimentaire. C'est une industrie vraiment qui est extrêmement puissante. On nous dit que le lait, c'est bon pour notre santé, mais on voit aujourd'hui des gens, et des gens très connus dans le milieu médical, qui sont aujourd'hui un peu blacklistés et mis à part, c'est vrai, parce qu'ils gênent, ils dérangent. On a des preuves aujourd'hui scientifiques que le lait n'est pas forcément bon pour notre santé, qu'une surconsommation de lait peut être néfaste par rapport à notre santé. Donc il faut bien que l'auditeur comprenne que les messages santé que nous avons aujourd'hui sont influencés par des lobbyistes, des groupes de lobbyistes qui influencent en fait nos politiques et qui sont payés par les industriels. Mon père me disait la chose suivante, on ne mord pas la main qui te nourrit. Donc on ne peut pas avoir confiance, je dirais, dans ces recommandations santé si la personne, par exemple, est payée par un groupe comme Nestlé, je dirais, qui fait fortune aujourd'hui avec certains produits laitiers. Donc, il faut faire très attention à ces messages santé, surtout qu'aujourd'hui, on a des informations vraiment qui sont très contradictoires. Et pour faire appel à notre gros bon sens, pourquoi les maladies cardiovasculaires sont le premier facteur de mortalité en Europe? Les maladies cardiovasculaires, en fait, les artères qui vont se boucher, elles vont se boucher pourquoi? Parce qu'en fait, on mange des graisses, notamment des graisses animales, qui ne sont pas bonnes pour nous, humains. Donc pourquoi on ne dit pas de consommer moins de viande? À la limite, je ne demande pas qu'on dise de ne pas consommer de viande du tout. Je ne suis pas un abolitionniste, je suis quelqu'un de réaliste. Pourquoi on ne nous dit pas de consommer moins de lait et de consommer moins de viande? Parce que
Ça mettrait en péril des business qui sont aujourd'hui, qui rapportent gros à des industriels. Ces lobbyistes ne veulent pas, je dirais, faire passer ces messages-là. On pourrait consommer déjà moins de viande et moins de produits laitiers. Et puis aussi, on pourrait consommer de la viande qui provient d'élevage biologiques, de petits éleveurs français. Il y en a encore quelques milliers en France qui ont du mal à survivre, parce que c'est vrai que c'est une viande qui est 3 fois plus chère. Mais il faut se poser la question aussi, pourquoi elle est 3 fois plus chère? Parce que la viande industrielle, en fait, est mauvaise pour notre santé. Les animaux reçoivent des antibiotiques. Tous les animaux sont vaccinés dès leur plus jeune âge, sinon ils crèvent dans les conditions concentrationnaires dans lesquelles ils sont élevés. Les antibiotiques qu'on leur donne et les vaccins sont les mêmes que pour nous, humains. 75% de la production mondiale d'antibiotiques est faite, destinée pour les animaux d'élevage. Donc on fait de l'antibiorésistance. Ça, c'est l'OMS qui nous avertit. On va vers une pandémie. On ne va plus arriver à guérir avec des antibiotiques. Et des antibiotiques, on n'en découvre pas tous les 10 ans. Hein. Donc ça, c'est un problème majeur. Donc il faut que les auditeurs comprennent que ces groupes de pression, ces lobbyistes aussi, sont financés par des industriels qui gagnent de l'argent, déjà avec une exploitation animale qui est pour moi complètement immorale. Si on vit dans un monde aujourd'hui avec un peu de moralité, on ne peut pas cautionner l'élevage industriel. Moi, je ne consomme pas de viande, c'est mon choix. Je ne l'impose pas à mes lecteurs, je ne l'impose pas aux auditeurs. Mais on doit réfléchir à cette consommation effrénée de produits animaux. Mon message serait de dire aux auditeurs et à mes lecteurs de diminuer cette consommation de viande, de privilégier la viande qui provient d'élevage, je dirais, biologique. On peut aussi la supprimer, tout simplement. Mais ça, il faut que ce soit un choix, c'est un choix individuel. Mais il faut arrêter de consommer de la viande industrielle. Cette viande-là est mauvaise. C'est vraiment un message fort que je voudrais faire passer. Après, il y a une prise de conscience au niveau du respect, je dirais, de l'animal. On tue aujourd'hui 3 millions d'animaux par jour. Me suis rendu également dans les abattoirs. Tous les animaux que l'on voit arriver ne sont pas à bonne santé. Ils sont effrayés. On abat aujourd'hui dans des chaînes d'abattage, par exemple de cochons, jusqu'à 700, 750, 800 cochons à l'heure. Donc c'est tout à fait normal que l'on voit des vidéos qui sont filmées en caméra cachée par L214, où on voit tous les scandales aujourd'hui qui éclatent. Jean-Luc Daube, qui est l'enquêteur qui a enquêté pendant 15 ans dans les abattoirs en France, qui témoigne dans mon livre, le dit. À chacune de ses visites, il a relevé des infractions. Et là, je me dis, mais il y a des services vétérinaires dans tous les abattoirs. Pourquoi, à ton avis, Jean-Luc, les services vétérinaires, ils ne font pas d'état des lieux, je dirais, où ils ne font pas donc de procès-verbaux lorsqu'il y a une effraction? Il me dit, ils le font, mais ça reste une lettre morte. Et puis aussi, qui paye les services vétérinaires, ça va être à l'abattoir. Puis les services vétérinaires, ils travaillent pour qui aussi? Pour les éleveurs qui vont faire abattre leurs animaux dans les abattoirs. Donc les vétérinaires, ils ne veulent pas dire à l'éleveur, bah, tiens, attends, cette bête-là, non, elle est trop en mauvais état, on ne va pas la faire abattre. Donc on en revient toujours pareil. Les principales infractions, c'est qu'il y a pas mal d'animaux en fait, qui vont rester éveillés, qui vont être abattus, en fait, comme ça, vivants, qui vont être aussi malmenés, torturés quelquefois. Donc en fait, c'est des effractions à la législation. Une législation en plus qui est européenne, ce n'est pas respecté. Tous les jours, dans tous les abattoirs. On peut se demander pourquoi. Mais parce qu'il faut produire plus vite. Parce qu'en plus, on produit vite, au moins on vend cher. On va abaisser le prix du coût de revient. Donc l'animal, en fait, est devenu une marchandise. Et on se fout de la vie. Donc je veux bien admettre qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette sensibilité animale, qui n'ont pas la sensibilité du vivant, qui s'en foutent. Mais si on met ça de côté, il reste que cette viande industrielle, en fait, est toxique. Donc on va donner à nos enfants, dès leur plus jeune âge, des steaks hachés. C'est le plat préféré des enfants. Il faut savoir que les steaks hachés, en fait, c'est une viande où on va trouver des antibiotiques. On va trouver des traces de vaccins. On va trouver aussi énormément d'oméga 6, qui sont des acides gras inflammatoires. Pourquoi? Parce qu'on donne aux bovins aujourd'hui du grain, du maïs, des tourteaux de soja. Donc en fait, un bovin mange de l'herbe, il mange du fourrage. Donc il y a des oméga 3, il y a très peu d'oméga 6 aussi dans les fourrages. Donc ça peut être une viande à la limite qui n'est pas trop nocive pour notre santé. Mais cette viande industrielle avec le maïs qui est chargé en oméga 6 va se retrouver dans la viande. Je dis très souvent, on est ce que l'on mange. On est ce que l'on mange. Mais les animaux, pareil, ils sont ce qu'ils mangent.
J'ai lu pas mal de choses au sujet justement des émotions que l'on mange. Il y a un auteur français qui est remarquable, qui a fait des études sur ce sujet, c'est Michel Odoul, qui dit que l'on mange en fait la souffrance. Donc il a fait une expérience avec des vers de terre en fait. Ça, on peut le retrouver sur Internet. Il a écrit des livres à ce sujet, en fait, que on transmet en fait cette souffrance par la viande. La viande rend agressif, rend violent. Pourquoi? Parce qu'on mange des neurotransmetteurs. On vit dans un monde aujourd'hui extrêmement violent. Est-ce qu'il y a là un lien de cause à effet? Je dirais, il n'y a pas d'études vraiment à ce sujet. Moi, j'en ai l'intime conviction. Parce que avant, lorsque je consommais de la viande, j'étais beaucoup plus stressé. J'étais, je dirais, un petit peu pas violent, j'ai jamais été violent, mais je me mettais beaucoup plus en colère. Aujourd'hui, alors c'est vrai que c'est le fait aussi d'avoir vécu 5 ans au Québec, vécu 2 ans isolé dans les bois, dans une cabane, je suis revenu beaucoup plus zen. D'ailleurs, mes amis ne me reconnaissent pas par rapport à l'attitude que j'avais avant. Le fait de ne plus manger de la viande, je suis beaucoup plus apaisé. C'est pas pour ça que je peux pas me mettre en colère, hein. J'ai pas perdu, je dirais, la niaque. Je suis beaucoup moins fatigué au niveau de mon système digestif. Parce que lorsque tu manges la nourriture qui ne te correspond pas, que ton corps ne reconnaît pas, en fait, tu vas dépenser quasiment 50% de ton énergie vitale à digérer les aliments. Si tu consommes une alimentation qui est saine, tu vas avoir une digestion qui est beaucoup plus facilitée, un transit qui est bien meilleur. Donc en fait, tu vas être moins fatigué. Ça aussi, on peut en faire l'expérience. Lorsqu'on fait des gueuletons pendant les fêtes de fin d'année, par exemple, ou des anniversaires ou des soirées, on mange beaucoup, à midi notamment. L'après-midi, on est out, on fait la sieste, tu vois, on est repu, tu vois, tu as un coup de barre. Le coup de barre, il provient d'où? Il provient que l'énergie vitale va se mettre au service de la digestion. Et lorsque tu manges, ne serait-ce que tu manges beaucoup de végétaux, tu manges une alimentation qui est plus adaptée, où tu peux boire des jus de légumes par exemple, après un jus de légumes, tu n'as pas un coup de barre. Prends n'importe quelle boisson sportive ou énergétique, tu verras qu'une demi-heure après, tu vas avoir un coup de barre, parce que tu vas avoir cette montée d'insuline. Et donc tu vas avoir aussi tout cet effort digestif qui va être allégé. Et ça, c'est un intérêt, notamment par rapport aux sportifs, puis même dans la vie de tous les jours. Quand je dis un chef d'entreprise, mais si vos salariés en fait mangent, et même vous mangez, je dirais, à la cafétéria de l'entreprise, l'après-midi, les gens sont moins performants. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui prévaut? C'est la performance, il faut être le meilleur, tu vois, il faut marcher sur les autres et tout. Bon. Donc pour être performant, il faut manger sainement. Tu vois, j'essaye d'adapter mon discours aux besoins de chacun. Mais c'est vrai que le fait de ne plus consommer de viande aujourd'hui, j'ai trouvé une attitude beaucoup plus zen. Je suis beaucoup moins en colère en fait. Donc j'en tire mes propres conclusions. Peu importe en fait son choix alimentaire, déjà on ne peut pas l'imposer à l'autre. Il faut être quand même conscient que personne ne détient la vérité, il n'y a pas de mode alimentaire idéal à l'humain, ça dépend où on vit, ça dépend de notre génétique, etc. Il y en a qui sont sous-vitalisés, bon. Il y a pas mal de facteurs qui font qu'il n'y a pas de mode alimentaire idéal. Donc j'ai très bien écrit dans mon livre, j'ai toujours été contre le fait de classer quelqu'un, de le mettre dans une case par rapport à son mode alimentaire. Et ça ne fait qu'attiser, je dirais, les incompréhensions. Et donc les petites guéguerres qu'on trouve sur les réseaux sociaux, même dans une conversation, on dit on mange pas de viande, d'un coup on monte dans les débats, etc. Bon. Donc j'ai jamais utilisé en fait ce terme-là, et je trouve qu'il faut que chacun trouve sa voie, que chacun mange ce qu'il a besoin en fait, mais qu'il comprenne aussi ce qu'il mange et les aliments qu'il consomme. Mais pourquoi c'est un sujet extrêmement sensible? Parce qu'en fait, la viande, c'est pas un aliment comme un autre. C'est pas une mousse au chocolat, quoi. C'est pas un fruit. C'est pas quelque chose qui nous a été donné naturellement par un végétal, tu vois, ou qui a poussé dans la terre. Manger de la viande, en fait, c'est être conscient qu'on a sacrifié en fait la vie d'un animal qui était vivant, donc on l'a abattu pour satisfaire nos besoins. Il faut être conscient de ça. Il y a des gens qui tuent aussi par nécessité. Ça peut être aussi certaines tribus. Donc ça, c'est les pro-viandes qui disent « ouais, on a toujours mangé de la viande, regardez les Inuits, ils mangent des phoques, etc. » Bon, aujourd'hui, là, on vit en Provence, on n'est pas des Inuits, tu vois. On a un autre choix alimentaire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut évoluer, quand même, l'homme évolue au niveau de sa conscience, au niveau de son physique, de ses capacités, au niveau de la technologie. Pourquoi on ne ferait pas évoluer notre mode alimentaire?
Pourquoi on a peur aujourd'hui de se dire, bah, tiens, je vais supprimer certaines, voilà, peut-être les viandes ou les mammifères, ou je vais après supprimer la volaille petit à petit, tu vois, ou je vais arrêter le poisson. Il y a des choses qui ne sont pas indispensables à notre survie, ou alors en petite quantité. Je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas cet effort-là. Pourquoi on a peur de ça? On n'a pas à avoir peur. Là, je vois récemment, j'ai vu, ça me fait plaisir, parce que c'est Arnold Schwarzenegger qui, avec James Cameron, ils ont fait un petit clip à la mode d'Hollywood, où ils ont appuyé la décision que la Chine a donné en fait une impulsion à ses citoyens de consommer moins de viande, de réduire leur consommation de viande. The number one thing that you can do is to just stop eating or cut down on your consumption of meat and dairy. Meat and dairy are not good for your body, and they're not good for the environment. If they tell you to eat more meat to be strong, don't buy it. What China's doing right now with this announcement of trying to reduce meat by 50%, you just have to respect that. I mean, that's a leadership position. International cooperation to solve global problems. We have to see the world as one world. Excellent, cut! Well, can I say, don't buy it? Now we got that. Or what about the line, I'll be back? We did that already. Pourquoi on ne ferait pas ça en France en disant, écoutez, on consomme trop de viande, trop de produits laitiers, ça crée des facteurs d'obésité, ça crée des facteurs de maladies cardiovasculaires. Bon, allez, diminuons de moitié notre consommation de viande. Tu aurais des entreprises et des sociétés qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Pas du tout. Et en fait, on pourrait être beaucoup mieux en santé. Tu sais, quand j'ai fait des recherches, parce qu'on m'a toujours dit, l'homme a toujours mangé de la viande. Ok, je note ça. J'ai fait des recherches, et j'ai trouvé déjà que des gens comme Hippocrate, que ton aliment soit ta médecine. Tous les grands penseurs grecs étaient végétariens. C'était beaucoup moins facile qu'aujourd'hui en plus. Albert Einstein était végétarien. Il dit que le végétarisme peut sauver en fait l'humanité et la planète. Parce qu'il y a des causes aussi, des facteurs de désastres écologiques suite à une surproduction de bovins. Et puis il y a également, lui c'est mon préféré, Charles Darwin. Bon, on peut adhérer ou pas à la théorie de l'évolution, ok. Charles Darwin dit vraiment précisément que l'être humain, en fait, a un système digestif de végétarien. C'est vrai qu'on a des preuves au niveau de notre anatomie, puisqu'on a des intestins qui sont très longs, comme les intestins des végétariens. Les intestins des carnivores sont très courts pour éjecter la viande. La viande, en fait, nous, on la cuit. Donc, il y a toute une logique par rapport à ça. Pour moi, c'est évident. Mais il faut bien avoir conscience, en fait, il faudrait que les auditeurs aient conscience de ça, c'est que c'est la première fois dans notre histoire qu'on consomme des animaux qui ont été élevés en cage. Voilà, et moi je fais bien le distinguo entre l'élevage, je dirais, traditionnel, des petits éleveurs où les animaux sont élevés dans leurs conditions naturelles, tu vois, qui ne sont pas parqués dans des hangars et enfermés, donc qui sont élevés dans leurs conditions naturelles, qui mangent une nourriture adaptée à leurs besoins, par rapport à toute la viande industrielle. Et ça, ces animaux élevés en cage, c'est la première fois de notre histoire qu'on en mange. Et on est de plus en plus malade. Il faudrait qu'on se pose la question au niveau de notre conscience et au niveau de notre santé. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la viande, du problème de la viande dans notre alimentation, des problèmes du lait, etc., liés au lait. Mais pour moi, le principal problème de notre mode alimentaire actuel, c'est qu'il est basé sur des aliments transformés, des aliments qui ont été dénaturés. Donc on mange beaucoup trop d'aliments industriels. Les produits industriels, en fait, sont des produits qui sont toxiques pour nous parce qu'il y a beaucoup d'additifs. Tous les additifs, en fait, sont des additifs chimiques. Ils ont reçu des agréments, ça s'appelle l'autorisation de mise sur le marché, des AMM. Donc, ils sont délivrés, en fait, par des agences sanitaires gouvernementales de santé publique. Et là aussi, il y a des conflits d'intérêts majeurs. Un exemple qui est très connu, c'est l'exemple de l'aspartame, qui a été mis sur le marché, notamment aux États-Unis, et c'est la FDA aux États-Unis qui délivre l'AMM. Donc, au début des années 70, a été mis sur le marché l'aspartame, cette fameuse molécule qui remplace le sucre, donc sans les calories, qui était au départ destinée aux obèses. N'était pas destinée au grand public. Il faut savoir que lorsque les agences donnent une autorisation de mise sur le marché, ce n'est pas les agences elles-mêmes qui font les études prouvant l'innocuité de ces produits. Elles demandent à l'industriel de leur fournir des études qui prouvent l'innocuité des produits qu'ils fabriquent. Qu'est-ce que fait l'industriel ? Et en fait, il va payer des experts, il va payer des labos et des chercheurs, il va leur dire « faites-moi des recherches pour prouver que ce produit est inoffensif ». On ne mord pas la main qui te nourrit. La plupart de ces études aujourd'hui présentent des conflits d'intérêts majeurs.
Il se trouve donc que l'aspartame a reçu cette autorisation de mise sur le marché. Il y a eu tellement de suspicions que 6 mois après, l'aspartame a été retiré du marché. Un an après, l'aspartame a été remis donc sur le marché par l'influence en fait de Donald Rumsfeld, qui était dans le gouvernement aux États-Unis. Et il se trouve que Donald Rumsfeld, en fait, il était dans le comité de direction de la société qui fabriquait de l'aspartame. Il faut savoir que toutes ces molécules, en fait, sont entre guillemets autorisées, mais la plupart sont assez tendancieuses parce qu'il y a beaucoup d'études qui prouvent justement la nocivité de l'aspartame. Je peux parler après d'autres molécules comme le glutamate monosodique. En fait, c'est un exhausteur de goût qui est présent dans tous les bouillons cubes, par exemple, dans tous les plats préparés. En fait, ça amplifie le goût. Donc, bien sûr, en plus, c'est pas cher. Ça intéresse fortement les industriels. Donc, on les trouve dans les sucreries, dans les bonbons, quasiment de partout. Et en fait, le glutamate monosodique, selon les études, a un effet très néfaste par rapport à notre attention. Donc, on n'arrive plus à se concentrer. Il nous rend également hyperactifs. On perd la mémoire également. En fait, ça nous grille des neurones. Et donc, il y a de multiples en fait, études à ce sujet. Et là, je me dis, si on veut aujourd'hui reprendre la main, je dirais, sur notre psyché, sur notre vie en général, si on veut avoir aujourd'hui conscience de certaines choses, réfléchir, se concentrer, il faut éviter, je dirais, ce type d'intoxication, qui pour moi est une intoxication liée à la chimie. Et après la Deuxième Guerre mondiale, il s'est construit, je dirais, cette industrie agroalimentaire, donc ces industriels qui ont profité en fait d'un changement de société où la femme a commencé à travailler, où on n'avait plus le temps de faire les courses, plus le temps de faire la cuisine. Et ils nous ont proposé des plats préparés, des plats tout faits. Donc en fait, cette nourriture industrielle, aujourd'hui, est toxique par la présence des additifs alimentaires et aussi toxique par la présence des perturbateurs endocriniens. Et ça, les perturbateurs endocriniens, c'est un sujet également qui me tient à cœur. Ayant travaillé avec Pierre-Marie Martin, qui est un professeur émérite, qui a fait la première publication en fin des années 70, donc sur la découverte des perturbateurs endocriniens, qui sont des molécules toxiques que l'on fixe à vie, qui vont perturber notre système nerveux central, qui vont créer donc certaines maladies, et notamment l'infertilité, parce qu'on est de moins en moins fertile. On a un taux de spermatozoïdes qui baisse depuis les années 60. Pourquoi ? Par la présence des pesticides dans notre alimentation, dans l'air, dans l'eau. Il faut savoir que les perturbateurs endocriniens, on les trouve dans les pesticides, donc tout ce qui est phytosanitaire, pesticides, engrais, fongicides, etc. Dans les médicaments et aussi dans des plastiques. Dans les plastiques, par exemple, tous les plastiques souples, par exemple le BPA, le bisphénol A, donc on a entendu parler, notamment en France, dans la présence du bisphénol A dans les tétines de biberon. Tous les plastiques, en fait, notamment les plastiques que l'on chauffe, les monomères, en fait, où il y a les perturbateurs endocriniens, forment le liant du plastique, qui le rend souple. Et ces monomères sont perméables à la chaleur. C'est-à-dire, dès que le plastique est chauffé, les monomères vont se détacher en fait, du plastique et vont se retrouver dans les aliments. De suite, j'ai eu l'image, moi, du four à micro-ondes, qui faisait partie de ma cuisine. Et j'ai eu l'image de ces plats, en fait, que je mettais au micro-ondes, qui étaient, en fait, des tupperwares, pour ne pas citer la marque, mais bon, aujourd'hui, c'est le nom générique. Et donc, j'ai chauffé mes aliments. Donc, en fait, j'ai bouffé des perturbateurs endocriniens pendant quasiment 30 ans. Et chose que font la plupart aujourd'hui des gens, parce qu'il y a des fours en micro-ondes, il y en a quasiment dans toutes les cuisines. Donc, c'est aussi une vraie saloperie. J'ai demandé au professeur Martin, mais pourquoi les industriels ne nous avertissent pas ? Parce que le plastique, si tu le fais pas chauffer, si tu le détériores pas, si tu mets pas du citron, par exemple, des produits agressifs dans le plastique, il n'y a pas forcément de gros risques. Je dis pourquoi ces industriels ne disent pas, attention, ne faites pas chauffer le plastique. Et c'est là où il me dit, mais les industriels, ils se foutent de notre santé. Il faut que ce soit en fait le grand public qui tire la sonnette d'alarme. Et on a vu que les cas aujourd'hui se multiplient. Donc le vrai danger aujourd'hui par rapport à notre alimentation toxique, c'est la nourriture industrielle et c'est la viande industrielle. En fait, tout ce qui provient de cette industrie de l'agroalimentaire qui est devenue florissante en fait depuis les années 60. Il n'y a pas vraiment aujourd'hui de nourriture idéale, de mode alimentaire idéal. Il faut vraiment mesurer par rapport à ses besoins, faire ce qu'on peut. Voilà, si on a accès à de la nourriture sur les marchés, ben, il faut privilégier en fait l'achat sur les marchés, la nourriture locale. Pourquoi ? La nourriture locale permet de manger varié. Donc ça, c'est une des clés de l'alimentation, c'est de manger varié. Et donc, on n'a pas les mêmes besoins l'été, où on va manger par exemple des tomates,
qui se mangent que l'été. Ça se mange pas l'hiver, les tomates. Ça pousse l'été, donc ça se mange l'été avec beaucoup de verre, des feuillus, en fait, avec du céleri, des concombres, des choses qui sont gorgées d'eau, parce qu'on a besoin de ce type d'alimentation. L'hiver, on va manger différemment. On va avoir des légumes racines, donc plus des courges, des pommes de terre, des patates douces, etc., parce qu'on a besoin de cette alimentation. Donc, le fait de manger local, d'aller s'approvisionner sur les marchés, auprès des paysans qui cultivent sans produits chimiques, permet d'avoir justement de diversifier son alimentation. Il faut s'informer par des sources indépendantes, justement éviter les conflits d'intérêts, avoir des sources différentes aussi, ne pas s'appuyer uniquement sur une personne qui va nous dire ça par rapport à sa propre expérience ou nous donner des indications. Il faut varier ces sources d'informations. Il faut aussi retrouver le chemin, je dirais, de la cuisine. Il faut réapprendre en fait à cuisiner. Pour manger différemment, il faut donc apprendre et puis tester. Et puis tester ses recettes, prendre du temps, prendre du plaisir aussi à cuisiner. Moi, ce que j'essaye de faire dans mon travail, c'est donner envie aux gens de prendre plaisir à faire à manger. Lorsque j'ai interviewé des musiciens au sujet de leur alimentation, il y a un musicien qui m'a dit la chose suivante, faire à manger pour quelqu'un, c'est une façon de lui dire « je t'aime ». Donc l'intention aussi que l'on met dans notre alimentation est très importante. Donc c'est pas forcément une question de prix, c'est vrai que l'alimentation bio est plus chère, c'est le cas. Parce qu'on produit moins, on produit donc en plus petite quantité, on a moins de subventions aussi. Il faut savoir que toutes les subventions européennes vont aux industriels. Donc on est moins subventionné, donc on va vendre un petit peu plus cher. Mais bon, c'est quoi, quelques euros. Alors c'est vrai que la viande aussi est beaucoup plus chère, la viande bio, que la viande industrielle. Mais comme on va en manger moins, je dirais, on va se retrouver avec quasiment le même budget. Par contre, la problématique, donc ce n'est pas l'argent, mais c'est le temps. Donc il faut retrouver du temps, justement, mais pour s'informer, pour faire les marchés, pour faire la cuisine, et puis prendre du temps pour mastiquer. Mastication, c'est très important. On a 6 glandes salivaires dans la bouche. Le fait de mastiquer les aliments, ça va nous permettre de mieux les digérer. Donc ça va nous permettre aussi de déclencher le sentiment de satiété qui arrive lorsqu'on mange de vrais aliments, on mâche. On retrouve en fait ce goût en fait, qui était la nourriture originelle en fait, qui est à base de aussi pas mal de fibres, d'aliments fibreux, de vrais aliments. Donc on va manger moins. On va retrouver son poids de forme. On n'a même pas besoin de faire des régimes, ça c'est fantastique. On ne peut pas vivre ça comme des contraintes. Il faut que ça soit un changement profond, c'est un changement aussi familial. On ne peut pas le faire à titre individuel, à moins qu'on vive seul, je dirais dans son petit appartement. Mais si on vit en couple et si on a des enfants, ben, il faut que ce changement se fasse à l'unisson dans toute la famille. Quelquefois c'est compliqué parce qu'il faut dialoguer, il faut échanger. Et donc il faut mettre ça en place, pas de façon radicale. Essayer d'éliminer comme ça déjà certains produits toxiques, commencer par les sodas, diminuer les sucres, arrêter les aliments industriels, aller quelquefois sur les marchés, tester des recettes, voir si ça plaît à toute la famille. Donc c'est un changement qui se mène dans le temps. Il faut bien identifier les aliments toxiques, donc les aliments industriels, la viande industrielle, toutes les mauvaises petites habitudes qu'on a prises, et puis il faut essayer donc de réapprendre, de se réapproprier, je dirais, ce goût. En fait, il faut retrouver son instinct animal. L'instinct animal qui nous dit « ça c'est bon pour ma santé, c'est bon pour mon corps ». Parce qu'aujourd'hui, on mange par gourmandise. Il faut que ça soit bon au goût. On n'aime pas ce qui est un peu amer, hein, ce qui est un peu fort. « Oh l'ail, j'arrive pas à le digérer ». Oui, mais tout ça, c'est des super aliments. C'est des aliments très bons pour ta santé. Moi, je ne digérais pas l'ail avant, je détestais ça. Les plats aillés, on a une mauvaise haleine. Quand j'ai compris les vertus miraculeuses de l'ail, qui sont légion, ben aujourd'hui, quand je consomme l'ail, j'arrive à le digérer. Il y a des petits trucs que l'on peut intégrer dans son mode alimentaire, même si on ne change rien. Il faut quand même essayer d'éliminer tout ce qui est soda, tout ce qui est sucre rapide, toutes ces cochonneries. Mais si on intègre par exemple un jus de légumes qu'on va faire avec une centrifugeuse ou un extracteur à jus. Donc on va se faire un jus de légumes, quelquefois, j'irai dans la semaine, ou peut-être un par jour si on a envie, si on a le courage, parce que c'est long de faire un jus. C'est quelque chose qui est magique, parce qu'on va avoir tout un tas de nutriments, parce qu'on met une grosse quantité de légumes pour avoir un verre de 2 litres par exemple. On va absorber tous ces nutriments qui vont reminéraliser notre corps. Donc ça contribue à notre mieux-être. Il y a aussi, comme j'ai écrit dans mon livre, toute une liste de super aliments. Par exemple, la spiruline, qui est une algue, plus précisément une cyanobactérie, où il y a quasiment tous les nutriments vitaux
la chaîne des acides aminés de façon complète. Tous les minéraux, les vitamines, c'est extraordinaire. C'est un aliment qui est extrêmement concentré. Donc on peut consommer de la spiruline régulièrement, 3 à 5 grammes, ou on peut faire des cures aussi de spiruline. Il y a l'herbe de jus de blé que l'on peut acheter en poudre, déshydratée, dans un verre d'eau fraîche le matin. Il y a un petit réflexe santé qui commence à être assez connu, c'est on prend le jus d'un demi-citron ou d'un citron que l'on va consommer à jeun dans un petit peu d'eau tiède, dans une tasse d'eau tiède. Donc ça va nous permettre d'alcaliniser notre corps. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le citron n'est pas un aliment acide. Il est acide au goût, mais quand en fait on l'absorbe, ça devient alcalin, ça alcalinise notre corps. Donc tu vois, ça c'est des petits réflexes santé. Il y a des super aliments qui sont par exemple tous les oléagineux. Les amandes, les noisettes, les noix de Grenoble, les noix de cajou, pas les nuts, hein, pas les amandes cuites ou les cacahuètes cuites, non, ou torréfiées, non, des oléagineux qui sont crus, des amandes crues. Si on est un petit peu intolérant, ben, il faut les faire tremper toute une nuit, ou on va activer la germination. La germination, qui est un peu le symbole de l'alimentation vivante, où là on peut faire germer dans sa cuisine, on peut avoir un petit potager, on peut faire germer en quelques jours, je dirais des pois chiches, ou des graines d'alfalfa, ou de tournesol, ou de brocoli. On va avoir de la germination fraîche. Et ça, c'est des super aliments, parce qu'ils sont très concentrés en nutriments vitaux pour nous. Tu as la miso également, qu'on produit aussi aujourd'hui en France, qui est plutôt un aliment, je dirais, des pays d'Asie. Donc c'est un aliment à base de soja fermenté, avec de l'orge ou du riz, et qui est fermenté pendant 3 à 6 mois, voire plus. Et donc c'est une espèce de pâte qu'on va consommer sous forme de soupe, dans de l'eau tiède, ou on peut le consommer cru, sous forme de toast, avec un petit peu de germination dessus. Donc là aussi, ça va nous donner plein d'enzymes qui vont nous permettre de mieux digérer, qui vont renforcer notre système immunitaire. Donc ça, c'est des super aliments que l'on peut intégrer petit à petit dans son mode alimentaire. Tu as les fèves de cacao cru. Certes, ce n'est pas un produit local. Les fèves de cacao cru, c'est la fève qui est la plus riche en antioxydants. Donc c'est une fève qui est extrêmement puissante. On peut en consommer quelques grains, je dirais, par jour. Et puis en associant, je dirais, ces super aliments, en essayant d'éliminer petit à petit toute la nourriture toxique, en diminuant sa consommation de viande, en faisant la part belle, je dirais, aux fruits, aux légumes. On peut par exemple le matin déjeuner avec une belle assiette de fruits. Mais on va rajouter des oléagineux. On va rajouter un petit peu de pollen, un petit peu de vrai sucre, comme le miel, le sirop d'agave, le sirop d'érable, le sucre de coco, qui sont des sucres excellents parce qu'ils n'ont pas été dénaturés. Et donc là, tu as un petit déjeuner qui est très alcalinisant, qui est plein d'énergie, parce que le sucre qu'il y a dans les fruits est excellent. Les jus de fruits ne sont pas terribles, parce que les jus de fruits, la problématique, c'est qu'il n'y a plus les fibres. Donc on va avoir le sucre qui va être directement assimilé dans notre sang, donc ça devient des sucres rapides, et on va avoir une poussée d'insuline, et après un coup de barre. Donc voilà, il y a plein de petits réflexes santé que j'essaye en fait de transmettre comme ça à mes lecteurs, avec des recettes aussi très simples, qui permettent d'être beaucoup mieux en santé, plus performant, plein d'énergie. On va essayer d'être joyeux avec ça. L'alimentation, ça peut être une addiction parce que dès notre plus jeune âge, par exemple, on est habitué au sucre. Le sucre va être synonyme de récompense. Une grand-mère, lorsqu'on a ses petits-enfants, on va acheter un petit Bounty, on va acheter un petit Kinder, on va lui donner un bonbon. « Ah, c'est bien, tu as fait ça, tu as été sage aujourd'hui, tiens, une petite sucrerie. » Donc tout comme on fait avec nos animaux. On nous habitue depuis tout petit à ce que le sucre soit une récompense. C'est un réconfort. Et donc ça, plus grand, ça nous reste. Donc quand on va manger par exemple une petite gourmandise chocolatée, on va être mieux, ça va déclencher un petit peu de l'endorphine. L'alimentation, c'est une vraie addiction, c'est une addiction puissante qui fait lorsque on est mal dans son travail, lorsqu'on a des conflits, ou même on est mal dans son couple, on va reporter en fait notre mal-être et on va manger. Et donc on va manger, on va surconsommer et on va grossir. Et on va être encore plus mal. Voilà. Et donc tout ça, ce sont des causes profondes de mal-être, d'une névrose générale à cause de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, qui fait que qu'on est souvent esclave de son travail. Souvent on travaille non pas pour gagner sa vie, mais pour payer sa vie, payer un crédit, pour payer un toit, un emploi qui ne nous rend pas heureux.
Puis on peut avoir aussi des conflits, je dirais, dans son couple, dans sa vie personnelle. Donc tout ça, ça crée un mal-être. Et très souvent, on reporte ça sur de la nourriture. Ben, il faut essayer, je dirais, de compenser tout ça. Donc l'alimentation, ça fait partie aussi d'un changement de vie. Et très souvent, lorsqu'on commence à mieux s'alimenter, à enlever les aliments toxiques, il y a plein de choses miraculeuses en fait qui arrivent. Déjà, on se sent mieux. Et quand on se sent mieux, ben, on va être un peu plus heureux. J'ai une petite pancarte sur ma porte, pensée positive, journée positive. Donc tous les matins, quand je sors, je vois ce petit tableau. Ben, il faut essayer de sortir et de se dire, voilà, on est vivant, on est en bonne santé. Et il faut que, je dirais, qu'on pense positif. Le sourire, c'est gratuit. Quand tu souris à quelqu'un, c'est gratuit. Et puis quand tu lui dis ben, un compliment plutôt qu'un reproche, ah, tu as une sale gueule aujourd'hui, ben, forcément tu vas saper le moral de la personne. Et quand on dit, bah, tiens, tu as l'air en forme, ça va bien. D'ailleurs, au Québec, chaque fois qu'on rentre quelque part, on est reçu et on entend bonjour, ça va bien. Ben oui, ça va bien. Donc ça c'est quelque chose qui nous est resté, tu vois, depuis qu'on vient en France. Et on essaye de rester positif. Tout n'est pas rose, mais le fait d'avoir conscience de ce qu'on mange, c'est quelque chose qui a été très important dans notre évolution. J'ai rencontré des milliers de personnes pendant les 80 dates qu'on a données en France et en Europe. Et quelquefois, alors la question qui revenait souvent, c'était mais comment je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, on va pas pouvoir changer le monde. Donc je réponds qu'on peut faire sa révolution personnelle en fait. On peut changer les choses pour soi, pour sa famille. Il ne faut pas chercher à changer le monde, parce que ça, c'est des décisions politiques, et pour l'instant, on n'a pas accès, je dirais, à ces décisions politiques. Ça va peut-être changer. Mais en tout cas, on peut, par notre alimentation, je dis, changer radicalement notre vie. On peut être en meilleure santé, avoir plus de pensées positives, on peut être mieux dans sa peau, et donc ça, c'est très important. Parce que lorsqu'on est malade, on est malheureux et on n'est pas en capacité de changer quoi que ce soit. Donc il faut vraiment essayer, dans la mesure du possible, à être un peu égoïste. Donc on va changer les choses à titre individuel ou dans la cellule familiale. Et puis, si on veut faire une bonne action, il faut aussi, comme le dit Pierre Rabhi, il faut faire sa part. C'est l'histoire du petit colibri. C'est donner aussi de notre temps, essayer d'aider ceux qui nous tendent la main, pas ceux qui sont à des milliers de kilomètres, ceux qui sont à côté de chez nous, voilà, ceux qui sont en bas de notre rue. Et donc faire sa part, c'est se battre pour ses convictions profondes, quelles qu'elles soient. Il faut faire entendre sa voix, il faut acter ses convictions et ne pas rester sur les réseaux sociaux en signant des pétitions ou en allant dans ou en allant dans des manifestations où on est anonyme, voilà, où une manifestation, c'est un mécontentement éclair. Il faut acter au quotidien, en fait, ces convictions profondes. We drop tonight.